Bonjour à tous. Donc, toujours avec Priscilla Oui. et avec Barbara. C'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'on va aborder vraiment très spécifiquement? Ah bah le tabac. Le tabac. Le sevrage tabagique, attention, dans le cadre du mois sans tabac, on aborde le sevrage tabagique, très important. On va donc débuter en clarifiant des termes, parce que c'est très compliqué. Et surtout, on s'adresse à tout le public. Oui, là. on s'adresse. On a quand même une habitude de parler aux professionnels de Ouais. santé, mais cette fois, on parle. Donc là, on s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Grand public, Grand professionnels de santé. Mais surtout grand public, parce que voilà, c'est surtout important. ça. On va parler de tabac. Alors, c'est quoi l'objectif de... Si on devait résumer... je vais refaire mon instant Vomaltine, tiens, parce que je l'aime bien celui-là. T'as 8 secondes pour me dire exactement ce qu'on va aborder dans cette formation. On va clarifier, démonter les idées reçues des fumeurs de façon à ce qu'il y ait une clarification de comment je peux faire si j'ai envie d'arrêter de fumer. Magnifique. Waouh, en moins de 3 Alors, secondes, c'est c'est incroyable. T'as vu le pitch un peu? Tu t'améliores. Il me semble qu'on a... du coup, on va commencer par un témoignage. Eh Une oui. fois n'est pas coutume. C'est ça. On écoute du coup ce petit vocal. Le témoignage d'Enzo. Et on rebondit dessus. Qui est de chez moi. Alors du coup, c'est qui Enzo? C'est un fumeur qui habite en Occitanie et qui a accepté de témoigner sur une petite expérience et qui pose une question qui est très pertinente. C'est juste Allez. qu'il a un joli accent. Et moi, je découvre ce vocal, mais on va commencer par ça. Bonjour, je suis Enzo, j'ai 28 ans et j'espère que mon témoignage dans ce podcast pourra aider les auditeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Alors, quand est-ce que j'ai commencé à fumer? Alors, j'ai fumé ma première cigarette, je dirais pendant les vacances d'été, entre la 3e et la 2e. Et après, je me suis vraiment mis à fumer de façon quotidienne au lycée, je dirais peut-être en fin de seconde ou à ma 2e seconde puisque j'avais redoublé. Alors en ce moment, je dois fumer entre 10 et 15 cigarettes par jour et un peu plus en soirée. Alors le fait de préparer un peu les réponses aux questions pour ce podcast, ça m'a fait me rendre compte d'une certaine corrélation entre le fait de fumer ou d'arrêter et certains moments de ma vie. Par exemple, quand j'ai commencé à fumer, mes parents s'étaient séparés pas très longtemps avant. À la fin du lycée, je dirais que j'ai arrêté pendant une assez longue période. Et finalement, j'avais une certaine stabilité dans ma vie à ce moment-là. Et finalement, à chaque fois que j'ai repris, je me rends compte que c'était soit après, quelques temps après une rupture ou des changements importants dans ma vie. J'ai l'impression que pour arrêter, il faut quand même un peu que les choses soient en ordre dans sa vie. Je pense que ça apporte inconsciemment un certain réconfort et ça vient peut-être combler un petit vide. Un petit vide qui apparaît à certains moments, quoi. Alors comment je m'y suis pris pour arrêter lorsque j'ai arrêté? En fait, pendant plusieurs mois, je me suis un peu préparé mentalement. J'avais fixé une date à l'avance et en essayant de me projeter dans quelque chose, de me dire à partir de telle date, une nouvelle vie commence. Et de me projeter un peu dans les bienfaits, de me dire par exemple, je dormirai mieux, je respirerai mieux, je pourrais être plus performant dans le sport, je pourrais aussi économiser de l'argent, et puis surtout enlever un peu cette charge mentale de se dire purée, je fume tous les jours, c'est mauvais, parce que je trouve que c'est quand même assez préoccupant de fumer. Personnellement, moi j'ai du mal à fumer l'esprit libre sans me dire que finalement ça va me faire du mal, quoi. Du coup, j'ai arrêté deux fois sur des longues périodes de plusieurs années. Et là, dernièrement, j'avais arrêté pendant 2-3 mois et puis j'ai repris. Donc, ce que j'ai ressenti quand j'ai arrêté de fumer, les bienfaits, ils sont assez rapides. J'irai au bout de 2 semaines déjà, on sent qu'on respire mieux, même j'ai l'impression que la voix elle change parce que je fais de la musique, je suis chanteur et je le ressens beaucoup à ce niveau-là. Et puis surtout je dirais, moi ce que je ressens le plus c'est un peu la charge mentale de se dire je me fais du mal, quoi.
Alors pourquoi j'ai repris? Spontanément, j'ai envie de répondre par bêtise, parce qu'il n'y a pas vraiment de bonnes raisons de fumer. Mais comme je le disais un petit peu avant, je crois qu'à chaque fois, c'est quand il y a eu un peu des changements dans ma vie et que j'étais dans des périodes où on va dire mes piliers étaient un peu moins stables. Parce que je trouve ce témoignage, je l'ai entendu, mais il est formidable parce qu'il ouvre tout, il parle de tout là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il fume 10-15 cigarettes, donc là il va falloir parler du nicotine. Alors déjà, mais beaucoup, surtout, pas beaucoup. Oui, beaucoup. Gros fumeur, ça. Ouais, mais c'est surtout, là, ce que je trouve intéressant, donc c'est quelqu'un qui a initié, qui a croisé la substance. Et ce qu'il dit, et qui est aussi intéressant pour les personnes, c'est qu'il dit il suffit des fois simplement de leur poser la question, de les laisser. On a posé une simple question, et du coup, il y a une prise de recul et une prise de conscience. On est là, on est sur la prise de... Ah, mais mince, c'est vrai, maintenant que vous me posez la question, voilà. Il n'avait jamais remarqué jusqu'ici. Voilà, en fait, c'est ça qui est et fou. simplement en posant la question, une Après simple des question. années de consommation. Voilà, donc des fois, ce qui est intéressant avec Enzo, c'est qu'il parle donc d'une quantité. Il fume 10 à 15 cigarettes par jour. Donc, on a face à nous un nicotinomane et un fumeur. Il sépare bien, on est bien sur les deux. C'est une notion très importante. Tu peux définir effectivement cette partie-là? Voilà, ce qui est important à comprendre, c'est la différence entre nicotinomane et fumeur. Nicotinomane, c'est la personne qui a introduit une substance psychoactive qui est la nicotine à un certain âge, donc lui il le dit bien en 3e, et qui de façon régulière s'est adapté, son corps s'est adapté à créer une dépendance physique. C'est donc qui est arrivé à 10-15 cigarettes. Enzo, il est nicotinomane. Et il faut évaluer son taux de nicotinomanie, c'est-à-dire le taux, la dépendance physique qu'a Enzo à la nicotine et qui est alimentée par ces 10 ou 15 cigarettes par jour. Mais Enzo, il est aussi fumeur. Et le fumeur, c'est celui qui a très bien décrit, qui dit « Ah bah tiens, moi, c'est dans des moments particuliers de ma vie, c'est dans des moments de contexte de rupture, des besoins de réconfort. » Il l'associe aux émotions. Donc là, on est vraiment, c'est même TCC 3e vague. Enfin voilà. Il l'associe très bien. Et là, on est sur un fumeur qui, au niveau comportemental, se rend compte qu'il n'a pas appris à gérer certains moments de sa vie. Il l'introduit sans ça. On est sur du comportemental. Et on est même sur l'addiction, puisque l'addiction, c'est la différence entre la dépendance et l'addiction. La dépendance, ça renvoie au corps, au physique, à l'apparition d'un syndrome de manque. Là, si demain, Enzo, il arrête brutalement ses 15 clopes, il va être en manque physique, il va falloir le nourrir. Mais aussi, l'addiction, c'est purement environnemental. Et c'est tout ce qu'il a décrit, c'est-à-dire j'ai introduit un comportement, j'aimerais bien le quitter, mais je me rends compte que j'ai du mal. Et puis surtout, Enzo a dit quelque chose d'intéressant, il s'est arrêté, il l'a dit, oui. Mais il ne s'est pas quitté. Justement, tu peux clarifier les termes quitter, arrêter, sevrage? C'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup, c'est pas forcément vulgarisé, mais le sevrage, ça renvoie à la substance. C'est-à-dire Enzo, il en parlera peut-être après, mais Enzo, si à un moment il veut quitter, il va falloir se sevrer de la nicotine. Il fume 10 à 15 cigarettes par jour. Or, ces cigarettes lui amènent un taux de nicotinémie et il en a besoin physiquement. Donc, il va falloir qu'il se sevre de la nicotine et qu'il donc, on va dire, se nourrisse en nicotine sans la combustion. Il viendra arrêter, il sait faire, il l'a dit. Il arrête parfois, il arrête un certain temps. Donc, arrêter de fumer, c'est se séparer de la cigarette, tout simplement. Mais attention, si on se sépare de la cigarette en faisant un sevrage nicotinique brutal, on peut être mal physiquement. Quitter, c'est envisager de ne plus jamais avoir la cigarette dans sa vie. Est-ce que Enzo est prêt à quitter? C'est-à-dire à ne pas avoir un réconfort à un moment de sa vie où c'est compliqué. Et c'est ce qu'il est en train de se rendre compte. Il se dit, mais en fait, je sais arrêter, mais je me rends compte qu'elle revient dans ma vie à des moments. Alors, c'est ça, il y a une différence. Or, dans l'accompagnement, se sevrer de la nicotine est une chose, arrêter, c'est le comportement, c'est la cigarette, quitter, c'est beaucoup plus temporel. On peut faire l'analogie, encore une fois, avec l'ex toxique que vous n'arrivez pas à quitter, ou enfin l'ex. Sauf qu'on le mange pas. Sauf qu'on le mange pas. C'est ta voisine ou... Sauf qu'on le mange pas, cet ex. C'est-à-dire qu'on tu manges tes ex, toi? Ben non, c'est toute la différence. Elle mange tes ex, tu crois? En analogie. Non, je ne suis pas une menthe religieuse. Donc, le sevrage, ça renvoie à la substance. Et donc, il faut aussi bien penser qu'il faut se sevrer de la nicotine. Donc, il faut nourrir le nicotinomane. Le patch, ça sert à ça. On va parler un peu du sevrage de la nicotine un peu plus en détail par la suite. Justement, parce que, alors du coup, moi, je suis plus actif parce que j'ai fait une formation. Si on avance là sur le point important, à savoir nourrir le nicotinomane, il parle lui-même de réconfort, d'être, c'est un peu comme une bouée de sauvetage quelque part.
On parlait de shoot tout à l'heure. Est-ce que tu penses il peut y avoir dans la vie des shoots de réconfort ? Alors oui, c'est le système de récompense. Mais quand il parle de réconfort, là, il parle de sa cigarette. Oui, bien sûr. Oui, mais et donc, pas la même chose. Il ne parle pas de la nicotine. Exactement. Il parle de la cigarette. Donc, ce qu'il faut, face à quelqu'un comme Enzo, comme n'importe qui, ou ceux qui nous écoutent et qui sont en questionnement comment je fais, première chose, nicotinomane. Je suis nicotinomane. Il faut que j'évalue à quel niveau. Okay. Voilà. Et ça s'évalue. Il y a le nombre de cigarettes, mais il y a aussi la façon dont on fume. Il faut être aidé, être évalué. Il y a des tests qui existent. Il y a aussi le testeur CO. Il faut que vous alliez voir un professionnel qui vous dit, voilà, vous avez un taux de nicotinomanie physique. Vous avez besoin de vous nourrir en nicotine. Et il ne faut pas faire de sevrage brutal de nicotine. Enzo, il fume 10 à 15 cigarettes. Il ne faut pas qu'il arrête brutalement. Il faut qu'il fasse de l'autotitration. Voilà, il faut qu'il se nourrisse en nicotine. Le patch sert à ça. Le patch ne sert pas à arrêter de fumer. Mais Enzo, il dit aussi, mais moi, ma cigarette, c'est un réconfort. Donc, c'est tout ce côté comportemental qui fait que, parfois, même bien patché, même bien substitué, même avec des formes orales, j'ai quand même envie de fumer. Je vais chercher ma cigarette. Il faut savoir que si je suis bien substituée, ma cigarette sera moins nocive. Ça, c'est le monoxyde de carbone. Parce que Enzo, comme les autres, comment il la consomme, sa cigarette ? Il la mange ? Il la fume. Il la fume. Il inhale. Il y a une combustion. Il y a la combustion, il inhale, c'est-à-dire que ça passe par les poumons. Donc l'inhalation crée des shoots. Quand on prend une cigarette, on se fait un shoot de nicotine et on se le fait par voie inhalée, pas par intraveineuse. C'est l'équivalent d'une intraveineuse, on se fait un shoot. Et puis surtout, on a la combustion. La combustion, c'est la fumée. Tout ce qui est fumée et dérivés, métaux lourds, les dérivés de la combustion sont cancérigènes. La nicotine ne l'est pas. D'accord ? Donc, s'il faut accompagner Enzo, il faudra évaluer le nicotinomane qu'il est, lui donner à manger pour pas qu'il ait faim et l'aider son côté réconfort, besoin d'une présence dans certains moments de sa vie, au quotidien ou sur ces moments-là, pour l'aider à passer ça, à peut-être trouver des alternatives de remplacement par des formes orales ou de plus long terme par les thérapies comportementales. Alors on a beaucoup d'informations. La question a un million surtout. Oui, mais il en manque aussi, c'est qu'on ne sait pas comment il a fait pour arrêter. Voilà. Alors justement, ce que j'allais te dire, mais on a les raisons de pourquoi il a voulu arrêter. Mais c'est pour ça que son témoignage est vraiment intéressant, parce qu'il est jeune, 28 ans aussi. Ouais, comme quoi, à 28 ans, toute cette culpabilité de dire je fume mais je me culpabilise, cette charge mentale, c'est vraiment ce que je retrouve dans les profils de consommateurs. On est vraiment dans le processus de l'addiction, là, avec la charge mentale, la culpabilité. Mais c'est là où je voudrais pas quand même éclipser le nicotinomane. Il en parle peu, je sais pas s'il s'est patché ou pas. Je pense qu'effectivement, il a pas. Beaucoup de gens n'ont pas cette notion, cette distinction. Oui, mais c'est pour ça que c'est important. Bien sûr. Parce que ça se trouve, Enzo, il l'a fait et il le disait, il parle très bien de ses piliers, de ses supports, et que justement, quand il a arrêté, c'est peut-être parce qu'ils étaient présents, ces piliers et ces supports. Donc la notion de changement physique, il fume 10 à 15 cigarettes par jour, il est peu probable qu'il ne soit pas dépendant physique, qu'il ne soit pas nicotinomane. Ce qui veut dire que s'il arrête brutalement de fumer sans substitution, il va passer un syndrome de manque. Il va passer un syndrome de manque physique avec les signes d'irritabilité, les envies de fumer, mais même l'humeur dépressive qui peut arriver. Et il ne faut pas le sous-estimer. En tout cas, il est aussi dommage de passer par un temps de souffrance physique alors qu'on peut l'éviter. Et tu ne penses pas du coup dans ce qu'il dit qu'il est... parce que s'il pose la question sur la cigarette électronique, est-ce qu'il ne la consomme pas déjà ? C'est possible et c'est surtout qu'il fait peut-être partie des profils qui le patch pour lui va pas peut-être... Je ne sais pas, là j'extrapole, mais il ne veut pas passer par le patch, mais plutôt par quelque chose de réconfortant, une cigarette électronique qui est plus sympa, qui a le geste, etc. Donc dans son profil, je dirais, pour répondre à Enzo, la cigarette électronique, c'est un outil de maintien, mais à moindre risque. Donc s'il ne fait que la cigarette électronique, il sera moins à risque que de fumer. Mais j'ai envie de dire à Enzo, après tout, il est tout à fait capable de ne pas fumer pendant des années. Alors pourquoi il passerait par la cigarette électronique maintenant ? C'est sûr. C'est une bonne réponse à donner à Enzo, j'espère qu'il sera satisfait. Pourquoi alors sa problématique, c'est pas l'arrêt, c'est de quitter durablement. Alors peut-être que Enzo, il mérite aussi d'être accompagné en patch, etc., pour calmer peut-être le démarrage, et puis l'aider en comportemental sur quitter. Pourquoi il pose cette question ? Peut-être c'est juste à titre informatif, mais en tout cas à titre informatif, il faut savoir que lorsqu'on veut réduire, ne serait-ce que réduire, il faut sortir du mot d'arrêt, mais réduire, il faut déjà nourrir le nicotinomane. Se patcher, c'est pas arrêter de fumer. Se patcher, c'est se nourrir correctement pour que quand le peu de cigarettes qui restent, déjà on ait moins envie, et le peu de cigarettes qui restent soient moins nocives. On tire moins sur des clopes quand on est patché. Notre taux de monoxyde est plus bas. J'aime ton analogie aussi sur le régime alimentaire.
Quand tu vas voir un médecin et que tu dis je veux perdre du poids, je voudrais faire un régime, il te dit pas arrêtez de manger. En fait. Voilà. Vous allez voir, c'est vrai, c'est exactement la même chose. Un fumeur qui vient vous voir arrêter de fumer, c'est comme lui dire arrêtez de manger, vous verrez, c'est efficace. Ah non, je vais avoir faim au bout d'un moment. Est-ce qu'il existe finalement une matrice ou un tableau peut-être pour définir ses motivations pour arrêter de fumer? Parce que Non, il n'y a pas de cartographie. On connaît des profils. Moi, à force, c'est très clinique. Je commence à avoir des profils. Il n'y a pas de matrice. Ce serait vachement simple, sinon. Non, c'est plutôt, si tu veux, ce serait un outil presque... Parce que moi, ce que j'ai entendu d'Enzo, c'est qu'il avait des motivations fortes pour arrêter. Oui. Et pour reprendre aussi. Alors, ça les a subies, mais les motivations au départ, c'était très personnel. Et est-ce que ça aiderait pas de les écrire sur une feuille, de les positionner, C'est ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, les TCC servent à ça, avec des outils vraiment utilisés. Ça s'appelle les colonnes de Beck, les cercles vicieux. Moi, j'utilise un outil aussi que j'ai construit, bien sûr, les écrire, le système de cartes. Il a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit bien que l'arrêt, c'est pas l'objectif. Au-delà de ça, c'est d'être mieux, de quitter un comportement, d'être plus cohérent. C'est ce qu'il dit à un moment donné. Ça ne va plus, moi, ça ne me va plus. Je me sens coupable. Donc, ce n'est pas l'arrêt pour l'arrêt, c'est quelque chose... Il parle de charge mentale. Même. De charge mentale. Donc, il veut se soulager d'une charge. Il est dans un moment... Et c'est ça qu'on travaille, bien sûr. Les écrire, les conscientiser déjà. Apparemment, vous voyez bien qu'un témoignage de 4 minutes en posant 4-5 questions, et vous avez déjà une réflexion. Donc c'est ça l'accompagnement comportemental. Mais là, pour ce qui est des personnes qui écoutent et qui sont dans une question, moi je fais comment ? La première des choses, patchez-vous, testez si vous êtes nicotinomane. Encore une fois, l'analogie effectivement que je donne qui est bonne. Si vous voulez faire un régime, vous n'allez pas arrêter de manger. En tout cas, c'est pas comme ça. Donc nourrissez-vous. Et après, si vous voulez faire un régime, qu'est-ce que vous voulez éviter ? Le grignotage. Donc analysez-vous. C'est ça le comportemental. Qu'est-ce qui fait ? On peut fumer avec des patchs, il faut aussi bien être bien informé. Je me patch, je peux fumer, ce n'est que de la nicotine en plus. C'est le monoxyde qui est toxique et cancérigène, c'est ça qui est urgent. Donc il y a des formes orales qui sont là pour ça, et si on m'en parle et qu'on m'en prescrit, j'essaye de les utiliser. Je ne suis pas cantonnée à une seule forme orale, je peux avoir des gommes, des comprimés, un inhaleur, un spray, je peux les utiliser, et même une cigarette. On peut les cumuler, c'est important de le dire. C'est très contextuel. Et je me mets dans une position d'accompagnement au changement. Je vais dans un changement. En fait, ce que je veux, c'est passer de Enzo, c'est passer de fumeur à non-fumeur. Durablement. Il sait faire. Il n'arrête pas que 2 mois, lui, il arrête plusieurs années. Donc c'est bien ça. Il parle encore de charge mentale alors qu'il est capable d'arrêter. Donc ce qu'il veut faire, c'est passer de fumeur à non-fumeur. Et ça, c'est des étapes. Il a fait un essai, et puis un deuxième, et puis il réfléchit, et puis il mature. Le patch, ça nourrit le nicotinomane. Pourquoi le faire en souffrance ? Nourrissons-nous correctement et travaillons ensuite sur les motivations, sur l'objectif, accompagner Enzo. Et là, il faut qu'il se fasse accompagner. La cigarette électronique, pourquoi pas, si ça permet à un fumeur de ne pas toucher une cigarette. Donc là, Enzo, il sait se sevrer, mais pas quitter. Non, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Mais il sait se sevrer. Il s'est sevré de façon... Je ne sais pas comment il s'est sevré. D'ailleurs, je n'ai pas la réponse. Question, oui. Il a dit « j'ai arrêté », mais il ne m'a pas dit. Il ne sait pas. Est-ce qu'il s'est sevré de façon brutale ? Le sevrage brutal en nicotine peut créer des vraies reprises avec une humeur dépressive à 1 mois, avec des vrais manques, une irritabilité. Et ça, pourquoi passer par là alors que le patch peut aider ? D'autant que si je continue à fumer parce que j'ai du mal, je m'intoxique moins avec mes cigarettes si je suis bien patchée. Donc je ne sais pas comment c'est sevré. Il s'est sevré en tout cas, c'est sûr, au bout de 2 ans. Un sevrage, c'est quelques semaines, etc. Mais il s'est sevré à la dure. C'est dommage. D'accord ? Par contre, il s'est arrêté. Mais là, ce qu'il ne sait pas, Enzo, c'est quitter. Et comme il est anxieux, qu'il a besoin de réconfort, il se demande si avoir une cigarette électronique, ça ne pourrait pas être un biais, etc. Enzo, il n'est pas prêt à faire le deuil, donc. C'est un deuil, oui, c'est une partie de deuil. Ouais. On est un petit, sur certains... là, on a un profil jeune, vous voyez, il n'est pas malade. Hein. Enfin, il ne décrit pas de maladie particulière. Lui, c'est sa charge mentale. J'en ai marre d'avoir ce comportement, j'aimerais le quitter. C'est ça, l'addiction. J'essaye, mais j'y arrive pas. Alors parfois, le j'y arrive pas, il est à l'ordre de 2-3 jours. Lui, il est sur quelques mois, 1 an. Mais il a dit quelque chose d'intéressant, il arrive à arrêter quand il a des piliers. Donc ça veut dire quand il peut s'appuyer sur autre chose. Il a surtout repris quand ses piliers n'étaient plus là. Eh bien, c'est ça. Donc ça veut dire que... Alors du coup, là, parce que je pense que c'est ça le plus important dans tout ça, c'est au final, si on devait créer un mode opératoire pour...
Arrêter de fumer. Se mettre en action plutôt. Quitter la cigarette. Je dirais, là, pour ceux qui nous écoutent, quel est le mode opératoire pour se mettre en action, voilà, se mettre en mouvement. Qui peut aider? L'arrêt, c'est la ligne finale. Ah, c'est vrai, j'ai bien dit quitter à la fin. T'as vu? Oui, mais j'ai été bon. Ou l'arrêt, voilà, c'est en gros c'est les gens qui nous écoutent, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment je fais moi. Voilà. La première des choses, on patch, on teste. On nourrit le nicotinomane. Donc alors, qui peut... du coup, le fumeur, il peut aller voir qui pour avoir ses patchs? Tout professionnel de santé, son médecin, médecin généraliste. Maintenant, il y a les infirmières, donc si vous en connaissez, il y a les kinés, les sages-femmes. Mais déjà, aller voir son médecin, même le pharmacien serait en capacité. Alors, ils ne sont pas tous formés, et sachez qu'ils ne sont pas formés, les pharmaciens, et que parfois, ils sont encore en mode un patch et pas plus. On va leur diffuser le contenu. Il faut leur donner. Donc, il peut aller voir son médecin, si c'est remboursé, si c'est prescrit, c'est remboursé. Aller voir en tout cas un professionnel qui est en capacité de bien évaluer son taux de nicotinomane. Commencer à tester. Voilà. C'est pas dangereux les patchs. On peut fumer avec des patchs. On s'intoxique pas avec la nicotine et on n'est pas dépendant des patchs. Parce qu'il n'y a pas le shoot. Donc on lève cette espèce de légende urbaine qu'on a vue dans Le Paris, ce film avait déjà connu, où il a 10 000 patchs sur le grand 8. Oui, mais en même temps, il en avait 10 000, il n'en avait pas qu'un. Effectivement. Comme quoi, déjà à l'époque, on savait qu'on était à plus d'un patch. Comme quoi, donc, on lève ça, c'est-à-dire on n'a pas peur de la nicotine. Je ne sais pas pourquoi les fumeurs ont peur de la nicotine, il faut qu'ils aient peur de la cigarette. Parce que c'est ça qui représente l'addiction, le fait qu'on n'arrive pas à quitter. Mais il faut être clair, il y a une addiction. Enfin, une dépendance physique à la substance. Mais ça, on s'en sevre avec le temps, comme n'importe quelle autre substance. Et ensuite, la personne qui veut, elle commence comme ça et elle voit, elle se fait accompagner. Et on voit les cigarettes. Il y en a qui, rien qu'avec des patchs, peuvent déjà diminuer de moitié, de 3/4. Et puis, il va y rester le noyau dur. Ou pas. D'un seul coup, ils arrêtent. Voilà, ça a suffi. Et puis, à un moment, on travaille tout ce qui est comportemental. Les raisons qui font, et ça, on est sur le mécanisme de restriction. Pourquoi donc, à des moments, je prends le plus court chemin vers la cigarette alors que je sais que je n'ai pas envie d'y aller? Là, c'est comme tu es en voiture, tu sais, je ne voulais pas passer par là. Non, c'est plus coûteux d'aller vers les autres. Donc, ce que dit Enzo, c'est que quand c'est moins coûteux de prendre les alternatives, il prend un autre chemin. Quand c'est trop coûteux, il reprend le chemin le plus court. Et puis, on se fait accompagner. Il y a des gens, soit par médecin, etc., tabacologue, pour les cigarettes qui restent, un accompagnement comportemental. Mais on commence déjà par ça. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il faut se déculpabiliser par rapport au fait d'essayer d'arrêter. Pas d'essayer, en tout cas de diminuer aussi. Parce qu'on n'est pas tous égaux face à la cigarette. Déjà, on n'est pas tous égaux en termes métaboliques. C'est comme certains qui ils mangent une salade, les autres, et on a besoin, le taux est différent. Et puis surtout, se déculpabiliser, il faut savoir que le tabagisme, c'est une addiction, c'est une forte dépendance. L'addiction, c'est un mécanisme, on aimerait l'arrêter, on a envie, mais on n'y arrive pas. Donc c'est ça c'est une maladie, il faut quand même en revenir. L'addiction est une maladie, avec des troubles légers, modérés, sévères. Donc on peut fumer 2-3 clopes par jour, c'est un trouble, et pas pouvoir s'en passer. C'est un trouble addictif léger, mais c'en est un quand même. On le rappelle, le tabagisme est une maladie chronique évolutive. C'est ça, mais on n'est pas obligé de fumer 2 paquets pour dire que voilà. Donc se déculpabiliser, c'est de se dire, moi, je suis plutôt dans une démarche de changement. L'arrêt pour l'arrêt, ça n'a pas de... D'ailleurs, Enzo, quand il a commencé, il ne s'est pas levé un matin en disant, au fait, je suis en troisième, et sur ma liste, il faut que j'apprenne à fumer. On fait pas ça. Mais il s'est fixé un délai. Une date pour un changement de vie. Ça, c'est pour arrêter. Pour commencer. Quand tu arrêtes, tu ne te dis pas non plus, c'est motivationnel. Il faut que tu aies une raison derrière. Et sa raison, c'est trop lourd pour moi, la charge mentale. Donc, il faut aussi trouver cette raison. Il faut s'inscrire dans le temps. Commencer par se traiter médicamenteux, si c'est utile. Des formes orales pour tout ce qui est comportemental. J'ai besoin, donc j'ai plutôt essayé l'inhaleur, les gommes, etc. Et puis, ne pas culpabiliser. Si j'ai pris moi, quand les patients me disent « vous savez, je fume et fumé de traduction », il y a eu 2 situations dans lesquelles je suis revenue sur mon comportement de court terme, c'est celui qui me réconforte. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu prendre les alternatives? Et c'est pas une faute, c'est pas une erreur, c'est juste, il faut contextualiser et travailler ça. Alors pour son suivi, Enzo, tu l'envoies où? Qu'est-ce qu'on lui conseille là? Moi, je pense qu'il faut qu'il aille voir un tabacologue qui réévalue déjà le nicotinomane qu'il est. Enzo, il faudrait qu'on voit comment il a arrêté les fois précédentes, parce qu'arrêter, il sait faire en fait. Donc il peut tout à fait reprendre l'arrêt.
peut-être le substituer pour que ce soit plus confortable, et puis l'aider à quitter et travailler tous les axes qu'il a dit, ce côté réconfort, à apprendre à analyser, éclairer un peu plus. Il a commencé à faire cette réflexion. Un accompagnement au changement. Voilà, c'est peut-être une compagnie, sa cigarette, puisque c'est quand il y a des ruptures, quand il y a des choses comme ça. Donc c'est une sorte de béquille, je m'appuie dessus. Mais les fumeurs se posent tout la question « Ah, mais je vais faire comment sans elle ?» Donc là, il faut aussi travailler plutôt dans des notions de changement. Je suis sûre, moi j'irai demander à Enzo, il a 28 ans, mais je suis sûre que des changements dans sa vie, il en a fait. Quelles sont les conditions dans lesquelles il s'est mis en mouvement de changer? Et ça c'est les capacités. Et on va travailler ça pour l'aider à quitter. Mais avant tout, nicotinomane. Et s'il a envie de prendre une cigarette, parce que, alors, ça c'est comme les grossesses qui se suivent et ne se ressemblent pas, les sevrages se suivent et ne se ressemblent pas. Ah bah évidemment, ça, chacun peut-être sa vie. Peut-être que là, dans cette période-là, lui, la transition cigarette électronique, c'est peut-être celle-là qu'il lui faudrait. Ça fait partie de son cycle de maturation. Voilà, peut-être que justement, les autres fois, il a eu des arrêts brutaux sans rien et qui prend conscience que je vais peut-être passer par un outil de réconfort pour petit à petit quitter. C'était peut-être trop brutal les premières fois, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais voilà tous les axes sur lesquels je travaillerai. Alors, le tabacologue s'est pris en charge? Alors non, quand on est tabacologue, en fait, pour être tabacologue, il faut être professionnel de santé. Donc quand tu vas voir un médecin tabacologue, ou tu as toujours, moi je suis sage-femme tabacologue à la base, tu as des médecins tabacologues, des tabacologues, tu n'as pas de cotation, donc tu seras pris en charge parce que ton médecin va coter une consultation classique. Okay. Voilà. Donc après, tu as aussi des centres qui sont les XAPA. Les centres de jeunes consommateurs, il est peut-être un peu âgé pour les CJC, et là c'est gratuit et anonyme. Donc tu n'as pas besoin d'aller dans une consultation libérale, tu peux aussi aller dans des centres comme les XAPA ou les CJC qui t'accompagnent gratuitement de façon anonyme. Jusqu'à quel âge les CJC? Je crois que c'est de mémoire, on est à 25 ou un petit peu avant, arrivé à un certain moment même à... Ouais, c'est à peu près cet âge-là où après on bascule plutôt sur la version... Est-ce qu'il y a une ligne téléphonique tabac info service, quelque chose comme ça? Tabac info service, ça existe. Je crois que c'est 3919, mais j'en suis pas sûre, je connais pas par cœur. Sinon, oui, il y a tabac info service. Pour avoir ne serait-ce que les adresses ou un site très juste, internet. Tu as les COSAPA, tout ça. Mais tabac info service, c'est vraiment un numéro gratuit. Et attends, on m'a posé la question, c'est bien des tabacologues. C'est pas des gens, c'est pas des standardistes. C'est pas un standard téléphonique. Non, c'est vraiment des gens. Et en plus, il faut savoir, là récemment, c'est le PNLT a permis au tabac info service à élargir leurs possibilités de prescription et d'accompagnement justement pour permettre de mieux prendre en charge. Donc si on veut, il y a tabac info service, il y a des tabacologues dans des hôpitaux, dans des cliniques privées, des consultations, des XAPA, enfin il y a moyen. Et puis après, les substituts nicotiniques, c'est aussi en vente libre, donc on peut tester tout seul si on veut, j'en connais qui l'ont fait. Mais en tout cas, il faut commencer comme ça. Les PLNT, non, PNLT. PNLT, tu peux nous dire ce que c'est? Là, pour le grand public, c'est tout ce qu'on appelle les programmes nationaux de lutte pour le tabac. Et le dernier, certains l'entendront, c'est le fameux hashtag Génération sans tabac. Voilà, c'est le truc qui est sorti du dernier, c'est hashtag Génération sans tabac. L'objectif de l'État, c'est d'arriver à la première génération qui sera née et qui ne fumera pas, qui sera née dans le tabac. Donc, c'est des mesures qui existent. C'est parti de la loi E20 pour les plus anciens. Et on est maintenant... Tous ces programmes c'est ceux qui ont amené les interdictions. Si vous ne pouvez pas fumer dans le lieu public, c'est lié à tout ça. La hausse du prix, ça c'est moins marrant, mais ce prix qui augmente. L'interdiction dans la publicité. Normalement, vous ne devriez plus voir... en France, mais on a sur Netflix... Le remboursement aussi. Le remboursement. Des substituts. Voilà, il y a toutes ces mesures qui sont censées accompagner remboursement des substituts. C'est quand même important, c'est-à-dire que Enzo, là, s'il a une prescription et qu'il a une complémentaire, il ne les payera pas. Donc ça aussi, c'est fini, là, le coût 150 € par an. Maintenant, c'est remboursé. Je vais faire un petit retour dans le temps, parce que je sais que tu n'aimes pas ça, mais je vais quand même prendre mon cas personnel. En fait, le meilleur moyen d'arrêter de fumer, c'est de ne pas commencer. Oui, ça... Voilà, tu as payé ça fait toujours du bien. Mais c'est vrai. Finalement, c'est quoi comment on fait pour ne pas commencer à fumer? Comment on fait pour ne pas commencer? Ça, c'est une très bonne question. Oui, parce que, en fait, au final, je pense que l'État fait déjà beaucoup de choses pour informer, éduquer, etc. Est-ce que c'est déjà assez fait? Est-ce que tu parles des infirmières scolaires, par exemple? Est-ce qu'elles peuvent relayer un message au sein de les infirmières scolaires? Oui, mais elles ont beaucoup d'axes de prévention et elles sont intéressées à travailler là-dessus. Je dirais que là, la génération qui est là, finalement, ils fument beaucoup moins. On a perdu quasiment 10%.
la cigarette, elle est moins attractive. Il vapote plus. Ce qui veut dire aussi que c'est une histoire de produit, bien sûr, c'est plus fun, la cigarette, mais ils vont sur autre chose. Donc là, on est sur des notions sociales, intégratives, d'expérimentation à l'adolescence, où si c'est pas la cigarette, ça va être et d'ailleurs, c'était la puff, c'était autre chose. Donc comment ne pas... Alors, on sait que ce qui est protecteur en addicto, justement, c'est tout ce qui permet les régulations et l'étayage d'alternatives sociales, environnementales. Et on sait, une question que me posait Priscilla, on sait que c'est les catégories socioprofessionnelles les plus bas salaires, la précarisation, c'est tout ce qui va priver ton individu d'un environnement capacitant, c'est-à-dire d'avoir des alternatives ailleurs. Des choses pour s'appuyer, il a bien dit Enzo, j'ai commencé à fumer à une rupture, divorce, et j'ai recommencé sur des ruptures. Donc, c'est-à-dire dès que l'environnement devient défaillant, mais l'environnement proche, familial, social, culturel, des déracinements, donc tout ce qui va permettre d'étayer, et c'est vrai qu'on est plutôt dans une période où on est plutôt en perte de repères, les jeunes sont en perte de repères, donc ça peut être très bien... donc qu'est-ce qui va protéger si ton expérimentation, ce n'est pas une réponse à ton problème, ce n'est pas la seule réponse, si tu vas le prendre comme une simple expérimentation. Il ne faut pas que cette expérimentation devienne une seule réponse à ton problème. Donc pour ça, il faut que tu aies un environnement social, familial, personnel, étayant. Beaucoup de régulation. Et donc, forcément... Un vrai pilier, en fait. Ouais, des piliers, mais des piliers qui se trouvent... Alors, individuels, c'est que tu n'es pas de vulnérabilité personnelle, c'est ton identité, pas de maladie, les troubles anxieux, ce genre de choses, quoi. Que tu aies des repères. Les jeunes ont besoin de repères, ils en ont de moins en moins. Que tu aies une famille aussi étayante, pas de trauma, il y a plein de choses comme ça, et sociales, environnementales. Donc, dès qu'il touche, que tu as des événements de régulation, il le dit très bien, dès que dès que c'est stable, je m'en sépare, et dès que c'est un peu plus instable, en fait, il faut faire en sorte que ce soit stable tout le temps. Mais vous savez que la vie étant la vie, c'est pas stable tout le temps. Parlons de TCC, thérapie cognitivo-comportementale. On a comportemental. Est-ce qu'il y a différents profils de comportement chez les fumeurs ou les nicotinomanes, ou en tout cas les consommateurs C'est plutôt qu'en thérapie comportementale, je commence à avoir plutôt des profils, un petit peu comme disait Enzo, ceux qui veulent quitter parce que c'est une charge mentale. C'est plus cohérent à une étape de ma vie. Voilà, je vais avoir des enfants. C'est plus cohérent. Les valeurs. Il y en a qui prennent l'écologie beaucoup. Je ne peux pas fumer et avoir ces valeurs écologiques. Ça ne va plus, la cohérence. On a des profils aussi de prendre soin de soi. C'est-à-dire des gens qui veulent reprendre un petit peu une place. Ils sont beaucoup je m'occupe des autres, les autres passent avant, et moi, mes besoins, et moi, voilà. Et la cigarette, c'est le seul espace où je réponds à mon besoin, je suis envahie par d'autres préoccupations, et là, j'ai besoin de reprendre un petit peu plus de place. Voilà, ces profils comportementaux. Bon, les femmes enceintes, c'est particulier aussi, puisqu'elles le font souvent pour le bébé. Elles, il faut qu'elles se réapproprient cette démarche, quoi. Donc, il faut chercher... Voilà, les profils, c'est tous les démarches d'accompagnement au changement. La maladie, c'est encore autre chose, l'oncologie ou la maladie chronique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, les profils, en gros, c'est prendre soin de soi, la cohérence, retrouver de l'énergie parfois, simplement parce qu'ils se rendent compte que libérer une charge mentale, voilà. C'est souvent qu'il y a cette charge mentale-là ? Oui. Souvent, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qui vous déplaît dans le fait de fumer ? La dépendance. Il faut aller chercher derrière. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut creuser. La sémantique, tu parlais souvent. Bien sûr. La dépendance, chez beaucoup, c'est souvent « elle m'envahit trop, j'en ai marre de penser qu'à ça, de me voir aller, la charge mentale que ça coûte, l'incohérence ». Beaucoup. Je pense qu'il y a le stress aussi, parce que moi, je prends ma conjointe qui fume, et c'est prendre l'avion, c'est une source de stress. Alors, stress, c'est... c'est pas du stress, c'est de l'angoisse. Merci, c'est la différence. Oui, ouais. Mais le stress, c'est pas une émotion. L'angoisse, c'en est une. Et t'as le côté, il faut absolument que je trouve très très vite un endroit pour que je puisse fumer avant de prendre l'avion, parce qu'après, je pourrais pas fumer pendant Alors, c'est intéressant parce que moi, les TCC, il y a plusieurs vagues. Moi, je suis travaille sur la 3e vague, notamment sur les émotions. Et effectivement, quand tu disais les profils, il y a ce que j'aime dans la cigarette. Qu'est-ce qu'ils aiment ? En général, ils disent c'est ma peau, c'est ma détente, c'est mon déstress.
D'accord ? Donc, on revient à tout. Non, c'est pas un déstressant, c'est un stimulant, les pauses. Qu'est-ce qui déplaît ? La dépendance. L'argent n'arrive pas forcément en premier. Le côté dépendance, le côté ça sent mauvais, l'esthétique. Et puis, les raisons, c'est qu'est-ce que j'ai peur ? Comment je fais, moi, pour gérer mon angoisse ? Comment je fais pour gérer... Et il y a beaucoup... Le mot stress, c'est pas une émotion. Le stress, c'est totalement physio, à la base. C'est une adaptation à un environnement. C'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de gestion émotionnelle. Comment on gère l'angoisse ? Comment on gère la colère ? Et en fait, c'est un travail de réponse aux besoins. Chaque émotion est physio, elle répond à un besoin, et on travaille les alternatives comme ça. Donc là, si elle est angoissée, c'est-à-dire qu'elle a peur. La peur, c'est un manque de sécurité, donc elle ne se sent pas en sécurité. Donc elle va aller chercher du court terme, on va dire un chemin très court. C'est un le schéma le plus court. Le stimuli sécure, c'est encore un autre profil. Mais c'est plutôt que là, face à une situation, face à la peur, elle a pris un chemin court qui marche bien, c'est la clope. Donc c'est créer des alternatives de réponse. Comment je me sécurise dans ces situations autrement ? Donc il faut travail de pensée alternative, d'essayer de comprendre les raisons. Parfois il y a besoin d'un psycho, de ce genre de choses. C'est comme ça qu'on va travailler en TCC. Le stimuli sécure, c'est moi qui ai inventé ce terme, vous ne le trouverez pas. Le stimuli sécure, c'est, certains se reconnaîtront peut-être, c'est ceux qui ont besoin, alors c'est des gens qui sont très curieux, qui ont besoin de stimulation, qui s'ennuient assez vite, mais qui dit stimulation, dit exposition. L'exposition en termes émotionnels, c'est des éponges, hop, ils vont se replier, ils ont besoin de... Bon, c'est des gens qui aiment aussi les rituels et tout, mais cette espèce de va-et-vient entre la stimulation, la sécurisation, et ils ont besoin des deux, c'est ce que j'appelle des éponges. L'éponge, elle absorbe, mais trop, elle déborde. Si tu l'enlèves, elle sèche. Et, voilà. Et la conso, elle arrive un peu comme une articulation entre l'un et l'autre. Et souvent, je dis souvent que les éponges, elles essaient de devenir des pierres. Donc elles se barricadent, plus rien, je ne vais plus rien sentir, et je fume, sauf qu'une éponge, ce ne sera jamais une pierre. Ça ne marche pas, ça n'existe pas, on ne change pas sa nature, donc c'est plutôt comment. Et souvent, la consommation, elle arrive dans ce va-et-vient de... Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de stimulation, d'échange, le social, c'est ça, la clope de soirée, mais en même temps, j'ai besoin d'un repli, de moments à moi, de pause. Ça peut être des gens sensibles, d'hyper réceptifs et qui ont besoin de ce temps-là, et en fait, ils ne se légitiment que par la cigarette, c'est leur seul espace. La cigarette, c'est un lien très intime. C'est très intime. C'est soi avec soi. Vraiment. Et alors là, on peut aller très loin dans le comportemental. On est vraiment... ceux que j'accompagne et qu'on accompagne, ils parlent vraiment d'un lien intime avec la cigarette. C'est quelqu'un qui vous fout la paix déjà. Elle ne vous casse pas les pieds, elle ne vous pose pas 10 000 questions, elle est toujours disponible. Ouais, c'est ça. C'est votre moment à vous. Donc ça veut dire que c'est le seul espace que vous vous donnez. Donc voilà, c'est tout ça, les profils différents. Et alors, tu parles de troisième vague en TCC. Il y a combien de vagues et qu'est-ce que c'est que ces vagues ? On parle de première vague. Les premières vagues, c'était plutôt la notion de conditionnement. Ça va avec l'évolution de la psycho, où on pensait que tout ce qui est Pavlov, je te mets la cloche, etc. Et c'est un peu ça. Moi, j'explique d'ailleurs, je le dis aux fumeurs, quand ils arrêtent de fumer, vous savez, tiens, ça me fait une transition, ça me permet d'en parler. Qu'est-ce qu'ils ont peur ? Ils disent « je suis à risque ». Voilà. Et puis, en fait, le fait qu'ils continuent à y penser, ils pensent que c'est pas fini. Ouais, j'ai arrêté, mais j'y pense toujours. Mais c'est normal. 35 ans qu'elle vous accompagne, 40 ans, votre circuit, il a l'habitude. C'est pas grave. On a tous eu envie d'étrangler quelqu'un, on l'a pas fait. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas l'envie, c'est de pas passer à l'acte. Donc ça, c'est la première vague, le conditionnement. La deuxième vague, ça a été tout ce qui est cognitif, les émotions. La façon, c'est ce que je disais, c'est la façon dont on prend une situation. C'est l'émotion, c'est la voie royale. Voilà. Ça, c'est plutôt la deuxième vague où on a commencé à se dire que dans la boîte des gens, c'était pas que des conditionnements stimuli-réponse avec le chien et sa cloche. Il y avait peut-être au milieu un petit peu de cognitif et d'émotion. Quelque chose un peu plus complexe. Mais ça va avec l'évolution de la psychologie. Voilà. Et la troisième vague, c'est la place méditation, vraiment place des émotions, acceptation. La troisième vague, c'est acceptation, diffusion, soit comme tous ces mouvements de méditation pleine conscience, etc., avec la place, réhabiliter les capacités, toute cette notion-là. Tu peux nous dire, pour terminer, quelques mots sur la notion de capacité ? C'est très... Oui, là, on est vraiment sur encore un dernier niveau. Les notions de capacité, c'est d'accompagner le fumeur, comme d'aller éclairer ses capacités, ses ressources, à mobiliser seul et à devenir acteur de son changement. Voilà. On est sur des notions d'accompagnement au changement, plutôt que d'injonction à l'arrêt. Et les capacités, c'est les environnements capacitants, c'est
on va chercher un petit peu ces notions dans l'ergonomie, dans la sociologie. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que tu veux conclure avec le mot de la fin ? Le mot de la fin, ne commencez pas à fumer surtout, et que si vous avez envie, il y a des solutions efficaces, vous n'êtes pas obligé de souffrir, c'est surtout ça. Peut-être où est-ce qu'on peut s'orienter vers des TCC, comment on trouve les ressources ? En TCC, alors vous avez des associations qui listent tous les professionnels qui font de la TCC, il faut aller trouver aussi un tabacologue TCC, spécialisé là-dedans, donc ça se trouve, il existe, soit vous le connaissez dans votre proche, sur Internet, on peut en trouver. Et puis après, je conseille, de s'orienter vers des personnes qui pratiquent tout ce qui est TCC, méditation pleine conscience, ce genre de choses, pour pouvoir être accompagnés. Mais des gens qui font aussi, qui vont parler aux nicotinomanes. Des professionnels formés qui vont bien prendre en charge les deux. Voilà. Fantastique, merci Barbara. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça aura... Je crois que c'était dynamique et intéressant. J'espère en tout cas qu'on a répondu aux questions de tout le monde. Voilà. Si les gens veulent plus d'informations, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent te contacter directement. Totalement. Voilà. J'ai un site internet et un mail. Donc disponible pour répondre aux questions. Tu donnes des formations et tu as développé un super boutique qui s'appelle le Smoking Date. Voilà, le Smoking Date, c'est un outil d'accompagnement. C'est vraiment pour les professionnels de santé. Moi, je l'utilise, je l'ai construit avec les patients. C'est à la base de cartes, comme un jeu de cartes, justement, sur les capacités et les ressources. Et donc, à partir de ça, on travaille l'objectif. Il y a des cartes bleues, les cartes vertes pour les régulations, les cartes gold pour les expériences et tout. Et on accompagne au changement et petit à petit, step by step. C'est un outil pour les professionnels de santé, pour les aider. Un outil qui s'appuie sur toutes les bases de l'approche cognitivo-comportementale, mais beaucoup plus ludique et facile à digérer, mais qui utilise les mêmes principes, quoi. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt pour une prochain épisode. Oui, il y a d'autres. Parce que le tabac, ça va durer. C'est tabou et on en reviendra. Oui, c'est surtout de la tâche. Je pense que les gens ont beaucoup d'aide, ont beaucoup besoin d'aide. Ça, c'est un conditionnement. Et complètement. Ouais, totalement. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Merci, au revoir.